On passe d'un moment où on pilotait des processus, avec ce côté un tout petit peu on pilote à vue, combien vous voulez de formation, à une côté comment j'arrive à faire des simulations, comment j'arrive à anticiper et comment j'arrive à projeter. Et on passe d'un côté pilotage réactif à une vision prospective et donc d'impact. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Mais derrière le bruit, se passe-t-il vraiment grand-chose ? Ici, on déconstruit, on analyse, on partage les retours d'expérience des pionniers. Que vous soyez dirigeant, manager, RH ou juste curieux, le podcast Besoin de rien, envie d'IA est fait pour vous. Vous y découvrirez ce que l'IA transforme déjà, vos organisations et votre rapport au travail. Ce podcast est sponsorisé par 365 Talents, solution d'IA qui cartographie les compétences des grandes entreprises. Elle permet aux experts RH de piloter leur stratégie talent, d'anticiper l'avenir et de se transformer via une approche centrée sur les compétences. Besoin de rien, envie d'IA est présenté par Lomna Kaleja, ex-DRH devenue exploratrice de l'IA pour les organisations. Elle accompagne dirigeants et RH à transformer leurs pratiques via son offre de conseils, de formation et de conférences. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le premier épisode de la deuxième saison du podcast Besoin de rien, envie d'IA. Sur la première saison, on a eu plein d'invités qui nous ont raconté leurs expérimentations, leurs galères, leurs découvertes, leurs rencontres avec l'IA. C'était une saison assez riche que je vous invite à découvrir. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Noël Chantreuil. On va aborder pas mal de sujets assez différents. On va parler d'IA et d'égalité des chances. On va parler de comment l'IA redonne du pouvoir à la fonction RH, sans parler de empowerment, mais le mot, il est important. On va parler de strategic workforce planning. Je l'ai dit sans bafouiller. Et pour finir, on va parler de ton livre, dont tu vas évidemment nous dire deux mots. On va parler de design fiction et de comment on se projette dans les RH du futur, avec effectivement l'arrivée des IA et des IA génératives dans nos entreprises. Est-ce qu'on est d'accord ? Nous sommes d'accord, c'est un joli programme et peut-être même qu'on parlera de séries télé aussi. Mais... Ah, je prends. Écoute, encore merci Jean-Noël d'avoir répondu présent à mon invitation et je vais te laisser te présenter. Je suis donc Jean-Noël Chantreuil. J'aime me définir comme explorateur de l'impact des algorithmes sur le monde du travail, les compétences et les décisions humaines. J'ai un parcours à mi-chemin, un croisement entre mathématiques et ressources humaines. Et aujourd'hui, j'expérimente tous les projets autour des IA sur le terrain, en l'occurrence pour le groupe LVMH. J'écris, je fais des conférences et je parle beaucoup d'IA pour les RH. Donc, tu disais j'écris. Donc, tu es en train de finaliser un livre qui va sortir dans les semaines qui arrivent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Exact. Mon livre va sortir en octobre sur RH et IA de manière très simple. L'idée est d'amener un ensemble de modèles, de frameworks, de pas mal de sujets autour pour les RH, sans le baser sur les outils, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les IA sont en train de bouleverser l'entièreté des processus RH, du recrutement à la mobilité interne, à la performance, à la formation, et j'en passe. L'idée est de pouvoir prendre un pas de recul sur ces sujets et pouvoir présenter ces sujets et la façon de les aborder aux DRH, aux professionnels RH, aux HRBP. L'idée, et je vais citer directement Benoît Serre qui disait j'aimerais que les RH ne ratent pas la vague de l'IA comme ils ont pu rater la vague de la transformation digitale, de Absolument. La transformation écologique et ainsi de suite. Et j'ai trouvé cette phrase géniale en disant mais bien sûr, à partir du moment où on va parler d'éthique, on va parler de compétences, on va parler de sujets humains, sur tous les process, sur tout le cycle de vie du candidat à l'employé, il faut que ce soit une transformation gérée, pilotée par les RH. Absolument. Et j'ai voulu placer mon livre à mi-chemin entre un think tank et un do tank. Donc, c'est pas un livre réflexif ou c'est pas genre 300 pages et c'est pour pas parler inspirationnel, de... pas juste inspirationnel. Ouais, pas du tout en tant que tel. C'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain. C'est pas un do tank. Vous allez pas apprendre à prompter ou avec quel outil pour pouvoir mieux recruter sans effort. Ok. Je suis vraiment à la jonction. C'est des vrais chiffres amenés par des RH, des vrais conseils par des DRH qui sont en train d'expérimenter, parce qu'on est beaucoup en train d'expérimenter. Absolument. Oui. Il y a des façons de se positionner et des idées de parcours
pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc, Ok. l'idée est vraiment comment on accompagne ces populations à mieux vivre, à mieux gérer, sans se cramer, cette transformation. Trop bien. Écoute, on reviendra à ton bouquin, parce qu'on y parle aussi de design fiction et de prospective, Oui. et c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. Donc, je serais très curieuse de voir un petit peu ce que tu vas nous proposer. En attendant, en préparant cet épisode, on a un petit peu brainstormé et tu m'as dit, moi, j'aimerais bien parler d'IA et d'égalité des chances. Spontanément, le rapport n'est pas évident. Donc, j'aimerais que tu nous en dises plus déjà sur ce que ça représente pour toi. Et tu as quand même fait une différence entre IA et égalité des chances et le concept de diversité et inclusion. Donc, je serais Oui. curieuse que tu développes un petit peu comment tu dissocies un petit peu les concepts et que tu nous expliqueras ensuite, évidemment, comment en quoi l'IA peut être effectivement un levier pour l'égalité des chances. Ouais, bien sûr. Alors, j'allais dire, là, c'est vraiment mon côté mathématicien et pour les RH qui ressort. L'idée de l'IA pour l'égalité des chances, c'est de pouvoir objectiver / mathématiser ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on n'arrive pas à voir. Des compétences invisibles, des parcours atypiques, énormément de choses qui aujourd'hui sont invisibles pour bon nombre d'humains. Et l'idée derrière, c'est de se servir de l'IA comme un levier, pas juste comme un amplificateur. C'est comment on peut, avec ce levier, exercer, j'allais dire, une force un peu différente pour pouvoir justement répondre au mieux à ce besoin d'égalité des chances. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour qu'on comprenne ? Ouais, on parle beaucoup des biais, d'accord ? On part du principe que chaque être humain, chaque professionnel RH est biaisé. Il y a des biais par rapport à son genre, par rapport à son expérience, à son historique, à là où il habite, comment il a été éduqué, son école et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, et c'est une forte conviction chez moi, c'est de dire c'est plus facile de débiaiser un algorithme que de débiaiser un humain. J'aime beaucoup, je suis d'accord. Et aujourd'hui, on part du principe par expérimentation, donc c'est toujours en cours, donc il faut prendre un peu de recul, il faut avoir un peu plus de temps. En faisant 3 boucles d'itération avec 3 IA différentes, on arrive fondamentalement à avoir quelque chose de quasiment neutre. Ça veut dire qu'on arrive à débiaiser sur du recrutement, et sur du recrutement, par exemple, plutôt sur des questions ou une offre d'emploi ou sur des questions à un recrutement. Ok. Et en faisant tourner un script 3 fois, sur 3 IA différentes, les IA vont se répondre entre elles ou vont changer pour arriver à quelque chose en disant, voilà, voici mon premier script. Qu'est-ce que je peux faire pour enlever le biais d'agisme ou le biais de genre ou le biais de... et ainsi de suite. Et du coup, si on fait tourner ça 3 fois avec 3 IA différentes, donc structurées différemment, on arrive quasiment à quelque chose de quasi neutre. C'est vraiment intéressant. Peu d'entreprises le font aujourd'hui parce que ça demande du temps, c'est de l'expérimentation, c'est vraiment... Mais aujourd'hui, l'idée est vraiment là. Comment on arrive à casser ces biais et pas juste on veut plus de femmes ou on veut plus de jeunes ou on veut... etc. C'est vraiment les biais dans leur ensemble. Qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Je trouve ça hyper intéressant parce que beaucoup de professionnels RH et de recruteurs évitent l'utilisation de l'IA en lien avec les biais. Effectivement, si à terme, on arrive à réduire, à minimiser l'impact des biais, effectivement, ça peut être un vrai sujet. Et je vais même donner un exemple très précis parce que j'étais à un déjeuner avec plein de RH ce midi. Et j'explique mon parcours en disant je suis ingénieur, je suis mathématicien, j'ai fait de la finance, j'ai travaillé sur de la data. Et à un moment, je suis tombé dans les RH. Le drame. Et j'en suis plus jamais parti parce que j'ai juste adoré. Ouais. Et aujourd'hui, c'est grâce à une personne au RH, une professionnelle des RH qui a accepté cette trajectoire dite non linéaire. Je ne pouvais pas, je n'avais sur le papier absolument rien à faire en RH. Ouais. J'amène cette notion de data et de RH. Aujourd'hui, c'est naturel. Il y a quelques années, ça ne l'était pas absolument pas. Ouais. Et d'autres RH me disent, mais est-ce qu'une IA pourrait vraiment recréer ce parcours, cette trajectoire non linéaire ? La réponse est oui. Mais pour ça, il faut une expertise humaine RH pour pouvoir lui suggérer d'apprendre à faire ce saut. Mais une fois que c'est bien pensé, alors c'est possible. C'est un peu un concept de serendipity amené à l'IA, quoi. Ce qui veut dire quand même qu'à terme, effectivement, je comprends mieux et nos auditeurs comprendront mieux le lien entre IA et égalité des chances. Effectivement, aujourd'hui, quand on fait travailler une IA pour la présélection de CV,
de façon très naturelle et très instinctive, elle va ressortir les mêmes CV avec les compétences qu'on va demander. Complètement. Et dès lors qu'on a un CV atypique, où on ne coche pas toutes les cases, où on a un parcours atypique, très naturellement, les probabilités que le CV ressorte se réduisent. C'est Donc exactement là, ça. tu es en train de nous dire qu'il y a de l'espoir. Oui. Et du coup, c'est là mon point de tu me parlais en disant, c'est quoi le distinguo entre diversité, inclusion, J'allais y égalité revenir. des chances, et c'est très juste. Après en avoir discuté pour préparer, quelle est la meilleure analogie? Ouais. Et du coup, je suis venu en disant, OK, la diversité, c'est quand quelqu'un te donne une clé pour ouvrir une porte. Ouais. OK? L'inclusion, c'est quand quelqu'un t'ouvre cette porte. OK. J'aime beaucoup. D'accord? L'égalité des chances, c'est quand il n'existe pas de porte ou pas de barrière, ou que quelqu'un l'a abaissée pour toi ou l'a complètement, elle n'existe pas. Et en fait, c'est exactement ça. Pour moi, c'est pas justement, c'est attention, et je fais très attention, et merci d'avoir vraiment soulevé le point. L'égalité des chances et la diversité et l'inclusion, ça peut cohabiter dans un même espace, mais ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'on est toujours pris dans différentes barrières. Il y a énormément de barrières, et on emploie souvent le terme, il faut être du bon côté de la barrière. On va y venir. Ouais, bien sûr. Et du coup, On va y venir. ces barrières, donc pour l'égalité des chances, sont fondamentalement invisibles. Ouais. Qu'en fait, quand tu n'es pas confronté à de barrières, tu penses qu'elles n'existent pas. Elle n'existe pas. Sauf que ce n'est pas vrai. Et donc, c'est pas la même chose qu'on te donne la clé en disant, tiens, vas-y, va ouvrir la porte. Ça, c'est de la diversité. Tiens, regarde, j'ouvre pour toi la porte de temps en temps. Tac, elle est ouverte là. Tiens, tac, là maintenant. Et dire, là, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de Allez-y. porte. Et c'est open. là le vrai changement de paradigme. Alors, j'adore cette analogie. Alors, tu ne m'en voudras pas, mais je pense que je vais la reprendre. C'est avec grand plaisir. Je te mentionnerai bien évidemment, mais j'aime beaucoup. Effectivement, on mélange un petit peu tout ça et l'analogie, l'explication, elle est hyper claire. Je reviens juste sur cette barrière. Ouais. Quand on a préparé, tu m'as dit un truc sur cette barrière et sur le fait que tu pouvais ou pas te sentir légitime pour évoquer ces sujets. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit et je rebondirai dessus après parce que c'est un peu un sujet d'actualité. Donc, je veux bien que tu partages ça. Ouais, avec bien nous. sûr. Quand j'étais dans un groupe industriel, dans ma carrière passée, j'étais dans un réseau de femmes. Et j'ai régulièrement commencé mes quelques prises de parole en disant, dans cette entreprise, je suis un homme, je suis blanc, j'ai un prénom français, Jean-Noël, j'ai un nom de famille aussi imprononçable pour un étranger, j'ai tous les signes d'être cisgenre, enfin hétéro, etc. Chaque fois qu'il y a une barrière, je suis du bon côté de la barrière. Ouais. Et donc, c'est très compliqué pour moi d'accepter de pouvoir parler de diversité ou d'inclusion, parce qu'il y a toujours ce rapport de suis-je vraiment légitime, sachant que je vous passe le côté je suis aussi ingénieur, j'ai un diplôme Grandes de collège écoles. étranger, et fait prépa maths, etc., etc. Enfin, Ouais. chaque fois qu'il y a une barrière, je suis du bon côté. Et d'un côté, alors je pourrais dire, je fais partie de ce pourcentage de privilégiés. Donc, c'est très compliqué parce que pour moi, certaines choses sont invisibles. Ouais. C'est une vraie déconstruction de se dire, j'aurais pu dire aussi, j'étais jeune à l'époque, je suis un peu moins là, je tangente le côté senior et je suis valide. Ouais. Et avec ça, le côté sexisme, agisme, racisme, validisme, on a le top 4 des biais existants. Ouais. C'est compliqué. Je vais rebondir en citant, c'est Caroline Ramad a parlé et d'un concept qui existe qui est le sol collant, le sticky floor, en disant pourquoi les femmes n'évoluent pas. On a beaucoup parlé de plafond de verre, Ouais. mais il y a aussi cette idée de sticky floor. Le sol colle parce qu'on reste, parce qu'il y a une autre vie qui s'attend à la maison, les charges domestiques, la perception des sujets, on n'est pas dans les bonnes réunions, etc. Ok, on reste ancré. Bah ouais, mais moi, ce qu'une partie de moi a envie de dire, cette notion de sticky floor n'existait pas à mon époque. Quand on a commencé de me l'expliquer, un apprentissage, une déconstruction pour une prise en compte. Ben ça, c'est la même chose avec quand on veut faire intervenir l'IA. C'est qu'est-ce qu'on doit déconstruire pour pouvoir apprendre et pour pouvoir agir différemment. Ce qui est intéressant, c'est ta prise de conscience, effectivement, de toutes ces barrières à l'entrée. Tu as dit plein de choses que je trouve hyper intéressantes. Quand tu as évoqué cette notion de la barrière, très naturellement, je me suis positionnée en mode symétrie et je suis de l'autre côté de la barrière. Femme, racisée, issue des minorités visibles, voilà. J'ai fait la fac, voilà.
Et puis, depuis la préparation, ça a cheminé. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas de l'autre côté de la barrière, mais que j'étais à cheval sur la barrière. Donc, ce qui est doublement inconfortable. On n'est ni d'un côté ni de l'autre. Et puis, ça tangue pas mal. Donc, je trouvais que l'analogie de la barrière était assez puissante. Après, quand on exerce la fonction RH ou des fonctions de management ou des fonctions de direction, c'est pas parce qu'on n'est pas concerné qu'on n'a pas la légitimité et que, au contraire, quand on n'est pas concerné et qu'on a la curiosité d'essayer de déconstruire, de comprendre, de lever ces barrières, je trouve que c'est encore plus difficile, mais c'est important de le faire. Et moi, je suis toujours frustrée quand ce sont des minorités visibles qui prennent à bras-le-corps les sujets de diversité et inclusion, quand ce sont des personnes qui sont porteuses de handicap, qui traitent les sujets de handicap dans l'entreprise, parce qu'on a l'impression que seules les personnes concernées ont à cœur de faire avancer les choses. Et je trouve que c'est un message qui est pas bon. Évidemment, on est concerné et on y va, mais c'est important que d'autres, comme toi et comme d'autres, prennent aussi la parole et prennent action surtout. Mais il faut être sûr aussi que ça soit sous une forme d'allié et non pas comme un rôle principal. Parce que j'ai connu aussi il y a quelques années ces gens qui proposaient des tables rondes où il y avait que des hommes autour de la table. Pour parler des femmes, bien sûr. Pour parler même d'autres sujets, tu vois, mais du coup, où certains hommes prenaient la parole en disant « Oui, je regrette l'absence de femmes ». T'as envie de dire « Fallait pas venir, fallait dire non ». Enfin, voilà. Enfin, c'est juste à quel moment on fait un pas en arrière. Et donc, en fait, sur certains sujets, c'est un peu la même chose. Enfin, pour un valide, parler de validisme peut être toujours à double tranchant. C'est de dire, OK, on peut en avoir conscience, mais il faut pas enlever la parole à quelqu'un qui pourrait en parler. Et justement, du coup, je vais faire un pas sur le côté IA. Aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir, parce que l'IA, et je vais prendre en plus l'IA pour les RH, l'IA, on a moins de 15% de femmes sur des mathématiques, sur des écoles d'ingénieurs, sur un sujet un peu technique. L'IA pour les RH, c'est souvent pris sous l'angle SIRH, système. Absolument. Mais on est à combien de pourcentage de femmes? Les 15% de 15%, ça fait combien? Ça fait pas beaucoup. Je vous pardonne. Voilà. Je sais pas compter, mais ça fait pas beaucoup. Et du coup, on peut arriver à des moments, et pour l'avoir déjà vu, où des sujets pour l'IA pour les RH, domaine où quand même il y a des femmes expertes qui maîtrisent les process et tout ça, où c'est que des hommes qui en parlent. Il y a beaucoup de progrès depuis. Il y a quelques mois encore, sur les sujets de diversité et inclusion, de recrutement, de développement des compétences, les femmes sont majoritaires sur toutes les tables rondes. Dès qu'on allait sur des sujets, l'IA, le SIRH, la prospective, plus grand monde, bizarrement. Mais voilà. Alors que c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, je suis assez d'accord, ouais. C'est là, c'est que du coup, on ramène ça encore, où c'est horrible ce que je vais dire, et pardon d'avance, hein, mais on est dans des sujets de care. Les femmes sont sur des sujets de care. Comment on prend soin de l'audience pour les formations, des gens qui vont apprendre, comment on prend soin sur la mobilité interne des employés. Mais tous les sujets dits stratégiques, plus stratégiques. Absolument. Comment je vois mon entreprise et mes montées en compétences de ma population sur les 5 prochaines années, où on va avoir un chiffre d'affaires qui vont rapporter pour être sûr de rentrer dans une rentabilité où ben voilà, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de femmes. Ouais, et c'est là exactement parce que, et encore une fois, c'est la même chose. Plafond de verre, sticky floor, tu rajoutes ça avec un côté syndrome de l'imposteur et du coup, on arrive à quelque chose où personne n'ose prendre la parole, quoi. Ouais. Écoute, merci. Je trouve que cette entrée en matière était riche, donc c'est chouette. Tu m'as dit que tu considérais l'IA comme facteur d'égalité des chances, mais aussi un facteur d'empowerment de la fonction RH. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Allez, je vais faire aussi des punchlines parce que du coup, on sait que c'est ce qui fonctionne. On prend. Pour moi, l'IA permet aux RH, aux professionnels RH, d'avoir des capteurs plus que des fichiers Excel. Ah, j'aime bien. Et quand je parle de capteurs, je parle vraiment de points de captation sur, là encore, un cycle de vie d'un candidat, un cycle de vie d'un employé, mobilité interne, performance. On prend des points. Et cette IA va venir aider, une fois qu'on a ces points, ces prises de points, à travers la data, à travers ce qu'on veut, à créer des modèles qui vont permettre d'anticiper ou de préparer des scénarios pour justement gérer au mieux l'ensemble de ces points. Super. Et pourquoi? C'est vraiment ça. Et j'en reviens juste à la phrase que tu as prononcée un peu avant, en disant on passe d'un moment où on pilotait des processus, d'accord,
Et avec ce côté un tout petit peu, on pilote à vue, combien vous voulez de formation, tiens, je dois faire tant de jours par année, etc. À une côté, comment j'arrive à faire des simulations, comment j'arrive à anticiper et comment j'arrive à projeter. Et on passe d'un côté pilotage réactif, je mets entre guillemets le côté réactif, à une vision prospective et donc d'impact. Super. Et pour moi, c'est vraiment ça. Je rajoute juste un point. C'est aussi, je pense, et vraiment, c'est une de mes convictions fortes parce que je vais même teaser encore plus. C'est même mon prochain livre après celui qui va sortir en octobre. J'adore le scoop. Merci. Merci Jean-Noël. Je vais parler d'éthique pour les RH et plus sous une forme de manifeste. On a, en tant que RH, en tant que professionnel RH, un devoir, une responsabilité aussi bien éthique que également écologique sur tout ce qui se passe autour des sujets avec l'IA. Bien sûr. Ça doit être, on doit rassurer les gens, on doit les protéger. On parlait de safe place et de réassurance psychologique. Les gens peuvent être performants ou ne serait-ce que peuvent avoir envie d'aller travailler que si on leur offre un cadre de sécurité. Oui. C'est le rôle des RH d'offrir ce cadre de sécurité. Et pour ça, c'est important de revenir sur l'éthique avec tout ce qui va qui tourne autour des IA, justement. Bien sûr. Voilà. Et pas l'éthique au niveau philosophique où on repart sur les philosophes latins du IVe siècle. Non, de l'éthique. Ouais. Quand je prends une décision ou quand l'IA amène un score, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Quand je prends une décision qui est argumentée par une décision ou un chiffre amené par l'IA, qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Qu'est-ce que ça veut dire de la société ? Qu'est-ce que ça veut dire de l'entreprise ? Voilà, ça, c'est des questions éthiques. Qui j'invisibilise au moment où je donne de la lumière sur quelque chose d'autre. Ouais, génial. C'est hyper intéressant parce que effectivement, la data va tout changer, change tout. Les entreprises data-driven sont aujourd'hui beaucoup plus performantes que les autres et on le sait. Là, on a un vrai challenge les RH, l'un des enjeux, ça va être de cleaner la data, de sourcer, d'analyser, de voir comment on collecte, comment on exploite cette data qui ne l'est pas aujourd'hui et commencer par se mettre en conformité avec le RGPD. Ça a l'air une évidence, mais beaucoup d'entreprises ne le sont pas. Et effectivement, c'est un super point de départ pour reprendre la main sur les décisions, reprendre une capacité d'influence, une capacité d'anticiper. Clairement. Et je suis complètement alignée avec toi. Et tu me disais, on doit... c'est ton expression, on doit voir émerger une nouvelle génération de RH. Ouais. Comment elle doit être, cette nouvelle génération ? Qu'est-ce qui va la caractériser ? Qu'est-ce qui la différencie de nous ? Cette nouvelle génération de RH, et attention, là, je ne veux pas faire d'agisme non plus en mode genre les dinosaures vont mourir, vont s'éteindre et une nouvelle... C'est une vraie évolution. Je pense qu'il y a une évolution et on le voit depuis quelques années. Bien sûr, j'en parlais encore il y a plus d'une dizaine d'années quand j'ai voulu écrire sur la mathématisation des ressources humaines. Je t'explique même pas la volée de bois vert que je me suis prise en mode genre Jean-Noël, c'est impossible ce que tu dis. Le seul chiffre mathématique qu'ont besoin de connaître les RH, c'est 37,7, c'est la température du corps humain et c'est de l'humain avant tout. Ok, ces gens-là sont devenus mes clients après coup, mais c'est ok. C'est donc, il y a une forme de data. On a vécu le big data, le smart data, maintenant la data pour l'IA. Donc, il y a vraiment cette notion que cette nouvelle génération doit vraiment comprendre la donnée pour bien l'utiliser. Alors, bien sûr, je ne veux pas que cette nouvelle génération, enfin, je ne veux pas, mais c'est pas l'important qu'elle sache coder en Python. Certains peuvent le faire, mais c'est vraiment ouvrir des profils. Je dirais qu'il y a un niveau de stratégie plus que de gestion du process. Alors, là aussi, c'est en cours d'évolution, mais quand on a cette idée de... C'est pas à la personne en RH de faire signer les feuilles de présence sur une formation, s'il te plaît. Enfin, ça peut être remplacé par un QR code ou par n'importe quoi. Par contre, réfléchir sur la projection des besoins en compétences sur les 18 prochains mois et comment ça va rencontrer les besoins d'évolution de l'entreprise aussi, ça, c'est du travail prospective et de stratégie pure. Et c'est là où cette nouvelle génération doit également arriver. Ouais. Alors, merci parce que du coup, tu as anticipé sur le point que je voulais voir après. Okay. C'est effectivement l'IA, ou plutôt les compétences
à l'ère de l'IA. On sait que l'IA chamboule tout, hein, les process, la culture, les valeurs, la façon dont on prend les décisions, dont on interagit ensemble, dont on collabore. Mais ça change avant tout les métiers et les compétences. Ouais. Aujourd'hui, la gestion des compétences est plus que jamais cœur. Qu'est-ce que change l'IA dans la gestion des compétences et comment on peut faire du strategic workforce planning avec de la prospective quand on est dans un monde où tout va vite, où la techno bouge vite, où nos business bougent vite et où il est compliqué d'avoir de la data prospective fiable, entre guillemets, qui nous permette de nous projeter. Alors, comment on gère cette incertitude ? Alors, ça, on sait. Débrouille-toi avec cette question. Non, mais si on arrive à craquer ça au cours du podcast, ton podcast, il vaut 1 million d'euros, d'accord ? Parce que c'est le sujet, d'accord, de cette deuxième partie d'année 2025 pour X%, vraiment une grande majorité des entreprises, grandes entreprises. C'est comment on fait passer la compétence d'une ligne dans un LMS ou sur un profil LinkedIn ou autre à « Bonjour, j'ai une donnée dynamique, gérable, accessible, compréhensible par tous et je peux en faire quelque chose, c'est un impact. » Il y a un sujet, il y a une phrase que je vais utiliser, j'arrive toujours pas à savoir si je l'aime bien ou pas trop, j'aimerais pouvoir la modifier, c'est la compétence est la nouvelle monnaie. Comme skills is the new currency. On parle d'économie des compétences. Exactement. Mais même, c'est cette idée aussi de currency où on paye avec ses compétences selon les différents process. Et on arrive à ce qu'on appelle, alors pardon, je me sens Jean-Claude Van Damme en train d'essayer de faire parler à moitié anglais, moitié français, la notion de skills-based organization, une organisation qui se base sur les compétences. L'égalité des chances vient du fait que si on se base sur les compétences, on aplanit le côté genre, où t'habites, de quel diplôme, de quelle école t'as été, qui est ton papa, qui est ta maman et tout ce qui s'ensuit. L'idée de dire c'est quelles sont tes compétences, comment on les évalue, comment on les assesse. Donc ça, c'est vraiment ce point fort du passage d'une compétence qui était plutôt quelque chose morte, d'accord, à quelque chose qui est vraiment dynamique. Quand j'ai commencé il y a 20 ans dans les RH, un peu moins, on me disait, à partir du moment où ton référentiel de compétences est terminé, le point final de ton référentiel de compétences est le jour où ton référentiel de compétences est périmé. Absolument. Et ça, aujourd'hui, c'est comment on arrive à avoir quelque chose qui soit vraiment vivant. Ouais. Et surtout, qui vienne aussi bien du terrain, parce que du coup, il y a des différences. Et aujourd'hui, le terrain va beaucoup plus vite que le haut. Complètement. Je donne un exemple tout bête et que je vois aujourd'hui. Il y a les gens... je travaille sur des référentiels de compétences type marketing, par exemple. Et c'est de dire, aujourd'hui, on a vidéo editing. Et là, on vient de me dire, mais Jean-Noël, s'il te plaît, je voudrais rajouter TikTok vidéo editing. Ouais. C'est pas la même chose, Jean-Noël. Tu peux pas prendre la même compétence, tu peux pas appeler ça vidéo editing simplement. Parce que moi, les mecs que j'embauche, que je veux recruter ou que je veux faire monter en compétence sur TikTok, c'est pas la même chose que de faire des vidéos corporate ou des vidéos YouTube en long. Non, mais ce n'est pas la même chose. C'est deux compétences. Et donc, selon si je veux faire évoluer des gens en formation ou en mobilité interne ou en performance, et que je veux baser sur les compétences, c'est deux compétences. Comment on fait ? Ça vient du terrain. Après, il y a aussi ces notions de compétences viennent de la stratégie. Moi, dirigeant, moi, comme ex, voilà où je veux emmener mon entreprise, voilà de quoi j'aurai besoin. Le problème de ces référentiels, c'est que, par exemple, si on prend cybersécurité, au moment où les entreprises intègrent cybersécurité dans leurs offres d'emploi ou dans leur référentiel de compétences, le métier est déjà sous tension. Donc, les postes. C'est comment on arrive à avoir ce coup d'avance pour pouvoir intégrer ces compétences juste avant qu'on commence à en avoir, qu'on commence à les positionner correctement. Et ça, c'est loin d'être simple. Et avec tout ce que ça va. Donc, l'idée est vraiment de changer, de sortir de cette vision figée des compétences. Bonjour, voilà ma liste, voilà mes compétences, à quelque chose de beaucoup plus dynamique et d'accepter de dire, voilà, les années 70, on avait une compétence qui durait 20 ans. Donc, en termes d'employabilité, c'était OK. Les années 2024, on parle de 12 à 14 mois. Voilà. Et juste, on imagine, si on prend, ça veut dire qu'une compétence qui a moins de 18 mois d'un cycle de vie, d'accord ? Ça veut dire que je commence mes études en L3, à l'université, en école, peu importe. Au moment où je suis en M2, potentiellement, les compétences
techniques ou un peu, sont déjà dépassés. Oui. Ça pose une vraie question d'employabilité. Mm. Et donc, on arrive où des gens qui commencent à dire « Oui, mais en fait, plus vous arriverez à vous former vous-même, plus vous garantissez que votre employabilité est forte, etc. » Mais c'est devenu ce qui était un élément différenciant de performance est en train de devenir juste une norme qui est plutôt de dire si vous ne vous maintenez pas en compétence, et c'est de plus en plus difficile pour l'entreprise de vous maintenir en compétence votre employabilité, si vous ne devenez pas acteur de votre employabilité, ça va chauffer pour vous. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a beaucoup de choses et j'adore, je trouve ça hyper intéressant le regard que tu portes sur le sujet. D'un côté, tu as dit que la base avançait beaucoup plus vite que la tête, et c'est vrai. Les équipes sont en lien avec leur business, leurs opérations, et effectivement, les choses bougent vite, et le temps que ça arrive tout en haut, il se passe trop de temps. Et on est souvent en réaction au lieu d'être en anticipation. Et je vais ajouter pourquoi aussi. Parce qu'on a complètement négligé le niveau des managers intermédiaires. C'est la population la plus maltraitée, avec ou sans IA. Mais là encore, avec l'IA, ils sont aussi maltraités. Parce que c'est cette population de managers intermédiaires qui fait le lien entre le terrain et la vente. Ils sont en souffrance. Et donc, ils sont entre le marteau et l'enclume, où on leur dit, voilà ce qu'on va faire, faites déployer, faites cascader. Ils sont là genre, ok, mais mon job change aussi, et leur job change réellement. Ils ont un terrain qui demande avec des exigences, et je parle pas que de nouvelles générations, des nouvelles exigences, des nouveaux lieux de travail, télétravail, pas télétravail, hybride, pas hybride. Ah, j'ai des collègues IA, comment je les gère, comment je les orchestre. Ah, j'ai différents contrats. Enfin, on n'a jamais pris depuis bon nombre d'années, nous n'avons pas pris le temps d'accompagner correctement cette population de managers intermédiaires qui est justement cette jonction entre les deux. Et déjà, lors des transformations digitales, on s'est dit la même chose. Ah ouais, il y a le COMEX qui veut des choses et ça redescend pas. Il y a la base qui apprennent plus vite parce que chez eux, ils font des trucs, ils font plein de choses, etc. Mais il y a un problème de jonction. Alors moi, je vais être un peu plus dur. Je vais être un peu plus dur. Allez, vas-y. Alors, tu disais, les managers sont la population la plus maltraitée. Je ne sais pas si tu as utilisé maltraitée, voilà, population intermédiaire. Voilà, je pense que les managers sont effectivement pas forcément bien lotis. La fonction RH, on est pas mal. On n'est peut-être pas intermédiaire, mais pas mal. Après, je reviens sur ce que tu as dit auparavant, où il est important que nos collaborateurs soient acteurs de leur parcours, qu'ils ne le subissent pas. On a encore trop de gens qui attendent que leur travail parle pour eux, qui attendent qu'ils soient visibles. Il faut se rendre visible, qu'on le veuille ou non. Vos managers ne vont pas forcément s'assurer que vous soyez visible pour que les bonnes décisions soient prises. Cet enjeu de visibilité, il est important dans la co-construction du parcours. Et tu as dit un truc que je trouve tout aussi pertinent sur le sujet, c'est que on n'aborde pas les choses, d'un point de vue RH, les choses de la même façon. Et ça, c'est une conviction que j'ai acquis, c'est que même si on met de l'IA dans nos process, de façon très localisée, on est vraiment dans l'effet papillon, en fait, où on met de l'IA sur un sujet, ça résout un problème, ça en crée un autre. Et il faut toujours être dans cette anticipation. Et c'est là qu'on n'est pas souvent bon. Et l'IA, qu'on le veuille ou non, ça change pas juste les process, en fait. Ça redéfinit clairement notre façon d'interagir avec nos équipes et notre façon de penser la politique RH, de penser les organisations. Et c'est là-dessus que je pense qu'on se rejoint. Je partage à 100%. Et je vais juste nuancer en disant, ça peine quand même. Il y a énormément d'expérimentation, énormément de pilotes. Le chiffre que j'adore, c'est moins de 14% des projets en expérimentation, des projets IA en expérimentation en pilote, moins de 14% continuent en industrialisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, beaucoup de gens utilisent le côté IA gadget, le côté objet un peu brillant. Et tout le monde fait de l'IA, donc moi aussi je fais de l'IA. C'est la hype, hein. Et derrière, à quel moment ça s'industrialise pour devenir vraiment pérenne et durable? Pour l'instant, très peu. Et tant que c'est pas pérenne et durable, ça va pas changer les organisations. Sauf qu'on a besoin que ça change. Après, je vais continuer parce que j'ai une conviction sur le sujet. J'adore tes convictions. J'en ai beaucoup, t'as vu. Team conviction aussi. et du coup, moi, je pense que l'IA et en général, les algorithmes vont vraiment devenir incontournables et pérennes et
performant et rentable à partir de 2 moments. Un, quand ils deviendront intimes et sous-jacents. Ça veut dire que j'ai plus besoin d'y parler. Je veux pas lancer une nouvelle solution. Je veux juste discuter avec mon WhatsApp ou mon Teams et mon IA sera déjà là. Tu veux dire que quand l'adoption sera massive et intégrée? Mais même plus que ça, c'est quand il y aura plus de plateforme dédiée en fait. Je veux pas lancer un outil. Je veux pas lancer un des sujets que je suis en ce moment, c'est un coach IA. Je veux pas lancer un coach IA sur une nouvelle plateforme ou avec une nouvelle. Non. Je veux juste que dans mon Teams. By design. Exactement. Dans mon Teams, c'est complètement sous-jacent. C'est complètement vraiment libre. Et ça, c'est pour moi une conviction. C'est à partir du moment où il y aura plus de. On parlait des agents IA. En fait, c'est à partir de ce moment-là, ça rentre dans l'intimité. Ouais, je comprends. Et du coup, c'est quelque chose de complètement naturel. On leur parle, on leur WhatsApp, on les Teams comme des gens classiques ou comme des agents qui vont nous répondre et qui vont vraiment nous aider. Ça, plus le côté hyper personnalisation, ça, parce que ça, on en a besoin, qui vont nous accompagner et à ce moment-là. Mais c'est là où ça va changer les organisations. Mais ça va prendre du temps. Oui. On en parle beaucoup de la transformation, mais dans les faits, le passage à l'échelle, il est douloureux. Il est souvent avorté, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai bon espoir, comme toi, que les choses bougent. Et là-dessus, je partage ta conviction on a laissé, et je le dis, je crois, à chaque épisode de podcast ou à chaque fois que j'ai la parole, mais je dis qu'on a laissé la transformation digitale à la DSI. On n'aurait peut-être pas dû, avec du recul, je referme la parenthèse. Cette transfo IA, elle est pour nous. Quand je dis qu'elle est pour nous, c'est que on travaille sur les compétences, sur les métiers, et c'est notre raison d'être, en fait. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas à la table des négociations. Ouais, clairement. Et je reviens même en parlant d'éthique. On pourrait dire que c'est quelque chose sur les DPO, sur les gens qui font sur les jurys, c'est la continuité, l'IA Act, c'est la continuité du RGPD et ainsi de suite. Mais on parle d'éthique, on parle d'humain, on parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et c'est là où c'est important que les RH se positionnent de manière très forte. Et même ceux qui ont peur, même ceux qui se disent non, mais moi je comprends rien à la technique, c'est OK. On ne vous parle pas de technique, on vous parle d'orchestration, on vous parle de prendre de recul, d'avoir une vision. Et ça, c'est vraiment au RH de le prendre parce que c'est à eux de défendre leur population en tant que telle. Complètement aligné. Ouais. Et micro-point sur les savoir-être et les faire savoir, les savoir-faire et les faire savoir. On sait que c'est un des gros biais de bon nombre de RH qui font des choses formidables. Et moi, plus je suis allé en interviewer en entreprise, d'accord, dans toute taille, etc., de dire, mais ce que vous faites est juste génial pour vos populations. OK, c'est pas l'usage initial de tel outil, mais vous l'avez transformé pour vraiment coller. Et puis là, vous utilisez ça comme ça. C'est pas parfait, mais ça existe et ça aide les gens. Mais soyez-en fiers et revendiquez-le. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Et j'arrive pas à savoir si... J'ai longtemps cru que c'était quelque chose d'un biais très français parce qu'on vient du droit social, des relations, donc tout se fait un peu... Il faut pas faire trop de bruit. Et de la non-appétence pour l'argent en France depuis les éducations, etc. Ouais. Mais en fait, on s'aperçoit que la plupart des RH, quel que soit le pays, sont un peu comme ça. Ouais. Il y a une vraie peur en tant que telle. Donc là, parce qu'on est challengé pas mal. Hein. Quand tu fais une annonce, peu importe l'annonce, on te demande sur quoi tu t'es basé pour prendre la décision, c'est quoi tes benchmarks, comment tu as fait tes calculs, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait plutôt ça, parce que tout le monde sait mieux que toi ce qu'il faudrait faire. Hein. Et ça, me lance pas, parce que sinon je vais aller. Mais effectivement, au bout d'un moment, je peux comprendre que si tu partages une information ou tu partages un projet et tu te fais challenger, je pense que tu te fais challenger une fois, pas deux. Du coup, tu dis voilà. Et on a tous un peu, tu sais, comme en mécanisme de défense, je dis tous, je représente personne, mais les DRH avec lesquels j'échange depuis très longtemps, je pense qu'ils ont développé cette stratégie d'évitement en mode vivons heureux, vivons cachés. C'est exactement ça. On fait des trucs, on le fait bien, et puis voilà, on s'évite des ennuis en fait. Et c'est là où c'est dommage, parce que du coup, on passe à côté de quelque chose. Ouais. Et c'est aussi pour ça, allez, je vais prendre une casquette un tout petit peu plus universitaire, qu'on est en train de voir aussi un changement sémantique. Les gens ne veulent plus être RH. Ils veulent être People Analytics, People Experience, ou même dans d'autres langues, peu importe que ce soit en anglais ou pas, mais on voit vraiment ce changement. Je vais prendre l'anglais parce que c'est là où on voit le plus. HR, c'est les gens qui donnent les petits cartons pour les gens qui font des plans sociaux ou qui demandent aux gens de partir. People Analytics, c'est les gens, ou People Experience, c'est les gens qui viennent aider d'autres gens pour vivre des expériences à l'intérieur de l'entreprise. Et du coup, il y a ce côté aussi, symétrie des attentions.
c'est super pour les clients, mais c'est super pour les collaborateurs et ainsi de suite. Tu sais, j'ai parfois l'impression, quand je pense à l'image qu'ont les RH auprès des collaborateurs au sens large, et puis dans la société civile, on le sait tous, j'ai un peu l'impression, tu sais, d'être un produit qui subit un bad buzz depuis longtemps. Et je me dis qu'il y a des boîtes qui avaient des produits qui ont eu des vrais bad buzz. Je crois que c'est Buitoni ou Panzani avec la viande. La viande de cheval. C'est ça. Et en fait, à grand renfort de com, à grand renfort de stratégie de communication, de marketing, je me dis qu'il y a peut-être moyen d'améliorer les choses. Et je me dis que peut-être traiter la fonction RH comme un produit, tu vois, pour faire évoluer. Parce que c'est pas changer le nom qui va changer le bazar. Il faut changer les mentalités et c'est ça qui demande... Voilà, il se passe des choses déjà quand on voit tous les RH qui prennent la parole sur LinkedIn, qui apportent une vraie vision. C'est en train de changer, tu as raison, mais après, et là, je vais te dire la même chose que toi tout à l'heure. Alors, je sais pas si c'est Findus sur la viande de cheval, on voit très bien l'histoire du bad buzz. Mais je veux dire, ne me lance pas sur le sujet. Moi, j'ai un truc que j'adore. C'est donc, on parlait de séries télé ou de pop tu m'avais culture. Dit que t'en T'as vu ? Et je vais en parler. Il n'existe aucune série télé où le RH n'est pas caricaturé ou n'est pas du mauvais côté de la barrière. Oui. Quand on parle de, allez, pour un The Office, où c'est un peu drôle, mais où le RH est complètement sur tous les autres, il n'existe pas. Je demande pas une série télé ou une série Netflix avec je suis héros, RH le jour et super héros la nuit. Mais ça n'existe pas. Non. Il n'existe pas, même dans la littérature. Enfin, et dans les livres, et je peux t'en donner d'autres choses, même dans les animés japonais ou coréens, d'accord, qui existent, le RH est le mauvais. Si on doit parier sur quelqu'un qui va être un vilain, qui va être en fait le plus fourbe des fourbes, parions sur le RH. Ouais. Et je vous passe la chanson d'Anaïs des RH avec une hache il y a quelques années et tout ça. Franchement, il n'existe pas de joli narratif sur tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut saluer et encourager les initiatives plutôt positives pour les RH, que ce soit sur... de la représentation, sur, je vais parler du festival RH de Maud Grenier. Et du coup, c'est des initiatives positives pour redonner une image ou pour changer cette image. Et donc, moi, là, j'attends les BD sur RH Man ou ce qu'on veut. Pourquoi tu les attends ? Fais-les. Moi, j'écris sur des sujets pédagogiques et tout ça, d'abord. Non, mais j'adorerais, mais je trouve qu'il y aurait des gens, enfin, il y a quelque chose à imaginer sur tout ça. Complètement aligné là-dessus. Non, mais je vais même ajouter, on fait pas rêver les plus jeunes. Moi, je connais pas d'enfant de 8 ans qui me dit, quand je serai grand, je serai DRH. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On veut être pompier, astronaute, youtubeur ou tiktoker. Footballeur. Mais maintenant, bonjour, je voudrais être DRH. Moi, mon rêve, allez, même avocat, d'accord ? Et là, bonjour, je voudrais être DRH. Mais moi, c'est mon rêve d'aller dans une classe et que tout le monde tape dans ses mains des DRH et tout ça. En fait, ils ont entendu leurs parents parler de leur DRH et je suis pas sûre que ça donne envie. Mais c'est exactement ça. Mais ça, c'est problématique. Parce qu'il n'y a pas un seul dîner où tu dis, moi, je travaille dans les RH. Ah ouais, les RH, et là, c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, soit on reprend une bouchée et on reste, on boit un petit verre d'eau. Dire que j'étais DRH. Ouais, voilà. Moi aussi, je préfère dire que je suis TikToker. Je suis influenceuse. Je suis influenceur LinkedIn. Je prépare mon départ à Dubaï. Ah, j'adore. Bon, écoute, merci pour cette petite parenthèse. J'aimerais qu'on reparle de ton livre parce que tu as utilisé le design fiction pour te projeter avec les DRH que tu as interviewés. J'aimerais déjà que tu nous expliques ce que c'est pour notre audience et que tu nous parles effectivement de ces futurs possibles, souhaitables que vous avez imaginés. Comment vous les avez imaginés ? Voilà, fais-nous rêver, donne-nous un petit peu de perspective et emmène-nous dans les RH de 2035. 2035. J'ai fait pas mal de choses en 2035 parce que ça représente une période de 10 ans. Le design fiction, c'est un peu du storytelling stratégique. C'est-à-dire, on prend des tendances, on prend des signaux faibles et on regarde comment on arrive à les projeter dans une dizaine d'années. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre entre dystopie et utopie. C'est-à-dire, je suis pas vraiment Black Mirror, je suis pas vraiment White Mirror et j'essaye de trouver quels sont les possibles, les potentiels, les futurs potentiels qui soient désirables ou souhaitables ou pas. Et en fait, toute l'idée est comment je provoque un débat au présent en emmenant les gens dans le futur. J'adore. Et pourquoi ? Allez, série télé ou film pop culture. Vas-y. J'adore dans les films, j'ai une passion
pour les films de boucle temporelle, où Ah, les gens reviennent dans le passé, changent quelque chose. Et le premier conseil qu'on donne, d'accord, dans les films de boucle temporelle, c'est attention, quand tu reviens dans le passé, surtout, ne touche pas le moindre petit caillou, parce que sinon, ça va avoir un effet énorme ouais, dans le futur. C'est ton effet papillon dont tu parlais tout à l'heure. absolument. Une fois qu'on a dit ça, personne se dit, mais moi, je vis au présent. J'ai envie de changer mon futur de manière exponentielle. Mais j'ai peut-être juste besoin de toucher un petit caillou aujourd'hui Hmm. pour pouvoir le changer. Bah, mon idée, c'est avec ces design fiction de dire, tiens, ça, vraiment, je le veux pas. Et donc, voilà ce que je change aujourd'hui pour ça. Trop bien. Et derrière, je travaille sur les sujets en disant, vous travaillez dans une usine. L'usine, elle est entièrement gérée par une IA. Qu'est-ce que ça veut dire de vous? Les managers sont entièrement automatisés. Les compétences, il y a une veille économique qui se place et on a vu qu'il y avait des recrutements au nord de la Chine. Donc, ça veut dire que directement au Canada, il y a des gens qui vont recevoir des nouvelles formations en mode prédictif parce qu'on sait que si ça passe ici, ils vont en avoir besoin dans les mois prochains pour essayer d'anticiper au mieux. Voilà. C'est des choses qui pourraient se passer. Est-ce qu'on le veut vraiment? Comment on le veut? Qu'est-ce qu'on modifie? Et en Toute fait, la base du tu design fiction est aides là. à ramener des projections, tu aides à les ramener au présent. J'essaye plutôt de montrer les projections qui pourraient se passer au futur et de leur dire qu'est-ce que vous devez faire ou pas faire pour l'avoir ou pas Ou pas. à partir du moment présent. Super. Et il y a un film que j'adore, un dessin animé que j'adore, qui est vraiment la base de tous les sujets autour du design fiction, Ouais. qui est Wall-E. Ah, effectivement. Wall-E, les 3 premières minutes de Wall-E, c'est de dire les humains sont tellement mis dans une scène de confort et ils scrollent toute la journée des contenus, ils bougent plus trop, ils grossissent, du coup ils ont des IA, des robots qui leur donnent, avant même qu'ils aient un désir, tac, leur désir est répondu, boum, c'est Wall-E. Hmm. Est-ce qu'on veut un monde à la Wall-E? Et après, je vous passe les Black Mirror ou autre, quoi. Oui, on passe Black Mirror, ouais. Et l'idée, encore une fois, c'est le but, c'est pas de prédire l'avenir, c'est on le met en scène pour pouvoir challenger et en débattre au présent. Super. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ou deux? Ouais, c'est là où je vais prendre mes petites notes parce que du coup, c'est un des sujets que j'adore, mais je vous donne l'idée de l'exemple. On va prendre Vas-y. le cas de Lina. Lina, c'est une jeune femme qui travaille pour un grand groupe et elle veut passer un entretien de mobilité interne et donc elle passe un entretien vidéo préanalysé par IA. Donc l'algorithme évalue ses soft skills en analysant son regard, son débit de parole, sa posture, son ton de voix. Le résultat, c'est un score comportemental de 62 sur 100. Elle a été jugée trop de silence, un regard trop fixe, des phrases un peu longues. Là, qu'est-ce qui se passe? L'IA est utilisée pour filtrer automatiquement, sans recours ni transparence. Lina ne passe pas à l'étape suivante, sans jamais comprendre pourquoi. Son comportement est noté, scoré, sanctionné, mais il n'est jamais contextualisé. Ça, c'est worst case. Et vous avez l'autre côté de dire, voilà, l'IA qui est utilisée pour ouvrir une conversation RH avec un manager, avec un HRBP. On détecte que Lina, elle est un peu stressée, mais qu'elle a une grande capacité de structuration et de pensée critique. D'où ces moments de silence. D'où ces regards fixes. Elle laisse parler, elle a une vraie écoute active. Et donc, du coup, l'entretien ne devient plus juste un moment devient un moment de rééquilibrage, pas de disqualification. Et juste avec ça, on voit comment l'IA peut renforcer nos biais ou les challenger. Donc, quand on me demande qu'est-ce qui est la différence, c'est de dire, voilà, première chose à faire, c'est pas de mettre de score. 62 sur 100, et donc le RH reçoit son 62%, dire non, moi je prends à partir de 78, tout ce qui est en dessous, ça va pas. Là, c'est de dire, ok, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a modélisé des comportements, mais en fait, ça dépend vraiment des gens. À contrario d'une IA qui vient accompagner, qui vient dire avec aussi de l'humain, qui vient juste dire attention, tiens, voilà tel contexte, voilà comment ça peut se passer. On enlève le sport, mais juste on dit, elle a fait, voilà les faits, voilà ce qui a été fait et tout ça. Voilà et du coup, on arrive à quelque chose d'autre. Là, donc en design fiction, on a un scénario qui permet de dire, voilà comment Lina, elle se retrouve en plus
out du système sans explication. Et un scénario plutôt blanc qui dit, OK, elle poursuit ou elle peut aussi questionner. Parce que du coup, un des premiers trucs qui manque dans beaucoup d'IA aujourd'hui, et là, c'est très du présent, c'est la notion d'explicabilité. D'accord ? Parce que je reste, là aussi, attention, conviction numéro 327, l'IA ne doit jamais prendre de décision. La décision finale appartient toujours à un professionnel RH ou à un expert humain. L'IA est là pour augmenter la donnée, pour prendre une meilleure décision. Mais il n'y a pas de décision prise. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que l'IA fournit de la donnée suffisamment et explicable. Aujourd'hui, il y a encore trop de sujets, et même là, dans les expérimentations, trop de sujets, dire voilà, tiens, Lomna, tu vas pouvoir faire tel poste, ton prochain poste, ça va être ça et ça. Pourquoi ? Alors là, à partir du moment où les solutions IA commencent à dire ben voilà, on pense que ton prochain poste sera celui-là parce que tu as montré que telle et telle compétence, tu les possèdes, tu les as vraiment acquises, tu as une vraie volonté ou une vraie curiosité pour acquérir cette compétence qui te permettra d'ouvrir sur ce poste-là. Et par rapport à tes aspirations ou ce que tu as donné comme intention lors de ton dernier entretien annuel, voilà vers quel poste tu pourrais te diriger si ça te plaît. Mais tu pourrais aussi aller sur ce sujet-là. Voilà pourquoi. Mais à partir de ce moment-là, on n'est plus dans une boîte noire et on est dans une notion d'explicabilité, donc de transparence, donc d'éthique, et ainsi de suite. J'ai beaucoup aimé ton exemple. Il m'a fait un peu peur au début parce qu'effectivement, les outils qui t'analysent ton comportement comme ça, donc c'est interdit depuis février 2025. Alors attention, c'est là où je vais mettre une nuance. Mais après, il y a des gens qui sont encore bien meilleurs que moi sur les notions réglementaires liées à Acte. On dit oui, l'étude des émotions sur le lieu de travail est interdite par l'IA Act. D'accord. Mais il y a aussi énormément de choses, parce que là, c'est pas vraiment regarder les émotions, c'est regarder les réponses. Il y a une énorme zone grise où c'est à haut risque. Mais OK, à haut risque, tu mets quelques garde-fous ou 10 garde-fous et ça peut passer. Donc attention sur le côté justement. Là, je ne suis pas un professionnel sur le sujet. Qualifier les risques, ça va être un vrai sujet. Et c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Il ne faut pas juste dire « Ah ben non, mais ça, les émotions, c'est interdit. » Clac, ça passe à la trappe. C'est pas noir ou blanc. Exactement. Il y a toute une nuance de gris. Et justement, il y a encore trop de startups étrangères, françaises, peu importe, qui jouent sur ces zones grises et qui intéressent des personnes qui veulent expérimenter en disant mais peut-être que c'est peut-être ça le futur. Mais c'est pas ça le futur. C'est pas uniquement ça. Je voulais revenir là-dessus, c'est que ton exemple, là où il est intéressant, c'est que l'IA nous dise le regard fixe, les temps morts, etc. Ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'une IA puisse nous aider à poser les faits. Après, effectivement, un fait peut avoir plusieurs interprétations. Quelqu'un qui fait une pause, on l'a tous vu dans un CV, une pause d'1 an, les uns vont dire « Ah, c'est vachement bien, il ou elle est parti, a fait un break, a découvert des choses, il revient, il est en forme. » L'autre va se dire en gros, il n'a rien fait pendant 1 an, en gros, un tir au flanc, je ne vais pas le recruter. C'est exactement ça. Donc, le fait, c'est le regard fixe, c'est tout ce que tu as proposé. Et après, là où il va y avoir un enjeu, c'est sur l'interprétation qu'on en fait. Et je pense qu'on a une vraie réflexion à se poser là-dessus. Et ce qui est assez génial, c'est que donc, j'écris depuis quelques mois sur ces design fiction. Il y a un point que j'ai mis comme vraiment quelque chose qui pour moi était de l'ordre de Black Mirror. Et il y a très peu de temps, je l'ai vu comme un vrai fait. Vous êtes prêts ? Attention. T'en as trop dit ou pas ? Bien sûr, non, mais c'est pour le teasing, tu vois, pour que les gens restent jusqu'au bout, quoi. Je prends, moi. J'avais écrit dans un design fiction que on évaluait la capacité un leader d'être vraiment un bon leader parce qu'il ne souriait pas tant que ça. Donc, que par exemple, on pouvait dire ce leader, il a souri 1,7 fois par minute, donc ça veut dire que c'est dans la norme. Et donc, je plaçais le fait de rester stoïque, comme je maîtrise mes émotions, je maîtrise mon discours, je prends de la distance face à mon audience, donc je suis un vrai leader. J'étais très ironique sur le sujet. J'ai reçu du temps il y a très peu de temps sur une start-up qui propose sur le côté entretien et qui a mis clairement dans un des indicateurs la faculté de prendre le sujet sérieusement, donc combien de fois la personne souriait ou utilisait. Et j'étais là, j'arrive pas à savoir si ça m'amuse et s'ils étaient vraiment second degré ou si on est dans un mix de
d'une série télé type Lie to Me, Black Mirror, où on va évaluer le nombre de fois où une personne sourit ou fait bouger ses zygomatiques ou autres pour savoir si c'est un bon leader. Wow. Et je me dis, il y a quand même des humains derrière qui ont décidé de modéliser cet indicateur. Et j'en veux pas tant à la start-up ou à la technologie, parce que du coup, c'est une ligne de maths. Bien sûr. Voilà. J'en veux aux humains derrière qui se sont dit, le nombre de sourires va avoir un impact sur ta capacité à être un bon leader. J'en connais pas mal qui vont être disqualifiés, hein. Je le dis. Hein. Merci pour toutes ces infos, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, merci à toi merci de m'avoir reçu. Je serai la première à précommander et à acheter ton livre. Bientôt. Je l'attends avec impatience. Un petit mot pour la fin. Si tu devais donner un conseil aux RH qui nous écoutent, ou si tu voulais partager une anecdote, ce serait quoi ? Alors, ça serait une forme de conseil, de dire, gardez en tête que chaque décision RH laisse une trace pour des individus, pour une société, pour l'univers. Il y a une trace qui est laissée. À nous de savoir ce qu'on veut être porteur ou on veut laisser comme héritage de traces dans notre société. Parce que c'est vraiment ça. C'est de dire, d'accepter que ces traces, on ne veut pas les laisser par une IA, on ne veut pas calculer le nombre de sourires. C'est vraiment, moi, je veux que mes impacts, mes décisions ou les choses soient vraiment incarnées par le côté humain. Et ça, c'est mon premier conseil. Donc, vraiment de réfléchir en termes de traces et de ce qu'on veut laisser. Et je reviens sur mon exemple de sourire. J'en veux vraiment aux gens d'avoir laissé cette trace, d'apprendre un indicateur de nombre de sourires. Parce que ça ramène à quelque chose d'affreux. Et le dernier point, et je vais vraiment citer, je t'ai dit que j'allais citer sur des séries télé. Vas-y. Je suis un grand fan de la série Ted Lasso. Il y a un conseil de Ted Lasso qui est Don't be judgmental, be curious. Et c'est tout l'idée est là derrière. Tu peux traduire. Ouais, c'est dire, soyez curieux, ne jugez pas. Ne jugez pas en amont, enfin, sans aller jusqu'à ne jugez pas un livre à sa couverture, on la connaît aussi, mais c'est vraiment, soyez curieux. Ne faites pas confiance à tous vos prérequis, tous vos biais. C'est vraiment ça. Ne jugez pas en amont. Soyez vraiment curieux. Curieux avec les outils, curieux avec les indicateurs, curieux avec les gens. Soyez curieux pour vraiment vous ouvrir et apprendre. À partir du moment où on laisse nos propres biais, nos propres pensées, nos propres préjugés, on perd. Écoute, un très joli mot de la fin. Un grand merci. Merci une à fois toi de encore. plus. Je vous retrouve sur YouTube. Et en attendant, on fera une communication sur la sortie de ton livre, puisque je pense qu'on est nombreux à vouloir en avoir un pour les fêtes et pour les vacances. Exactement. C'est le livre de Noël. Absolument. Merci Jean-Noël. Merci beaucoup.